Chapitre 1er. Les Bretons dans l'île de Bretagne. L'émigration des Bretons en Armorique, première partie. Les Bretons sont un peuple très ancien, très antérieur à la nation française. Contrairement à ce que l'on peut croire en lisant les manuels ou les ouvrages encore en circulation, l'histoire des Bretons ne commence pas avec les émigrations en Armorique, la Bretagne actuelle. Ces émigrations ne commencent qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Le peuple breton existait déjà bien avant notre ère. L'existence de ce peuple est attestée dès l'Antiquité par plusieurs auteurs, dont le principal est Jules César. César, qui a fait 2 expéditions en Bretagne, au 1er siècle avant Jésus-Christ, consacre aux Bretons de longues descriptions dans son ouvrage La guerre des Gaules. Ils vivent alors depuis plusieurs siècles dans le sud de l'île de Bretagne, dans cette partie dénommée aujourd'hui Angleterre. Bien qu'ils soient divisés en plusieurs petits royaumes, bien qu'ils ne possèdent pas un souverain ou un roi unique, à plus forte raison ce que nous appelons un État centralisé, ce qui est le sort commun à toute l'Europe celte d'alors, ils constituent une civilisation. Ils parlent la même langue, en tout cas plusieurs langues voisines appartenant au même groupe linguistique, ont des croyances religieuses, des mythes, des mœurs, des coutumes et des lois largement communes. Les civilisations ne prenant corps et consistance qu'au bout de longs siècles de vie commune, les Bretons existent donc bien avant qu'il ne soit question de la France et des Français, largement plus de 1000 ans. Comme ils vivent aux marges de l'Empire romain, on peut dire sans crainte de se tromper qu'ils sont l'un des peuples les plus antiques, les plus anciens d'Europe. Les Bretons émigrent de l'île de Bretagne en Armorique à partir du IIIe siècle. Les Bretons, qui vivent dans l'île de Bretagne, l'Angleterre actuelle donc, émigrent dans la péninsule armoricaine, aujourd'hui dénommée Bretagne, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ces émigrations sont très étalées dans le temps. Elles se font par vagues successives. Plusieurs raisons expliquent ces émigrations qui se déroulent, croit-on, du IIIe au VIIe siècle, peut-être même au-delà. La plus importante réside dans les conflits armés avec les peuples voisins, surtout les Angles et les Saxons, qui peu à peu refoulent les Bretons et les obligent à fuir. Une partie de la population trouve refuge dans les montagnes du pays de Galles. D'autres traversent la Manche et s'installent peu à peu en Armorique, la Bretagne actuelle. Une autre partie s'installe d'une manière spontanée dans ce pays parce qu'il est très proche, très facilement atteignable par bateau et aussi parce qu'il est vaste et peu peuplé. L'Armorique jouit d'un climat meilleur, ses côtes et ses terres sont poissonneuses, fertiles et riches en gibier. C'est leur nouvelle patrie. Tout en conservant une forte nostalgie de leur pays d'origine pendant des siècles, ils s'attachent peu à peu à cette terre d'une manière très forte, viscérale. L'amour des Bretons actuels pour leur pays est le résultat de cette très longue existence vécue ensemble sur cette terre qui est devenue comme une partie d'eux-mêmes. Elle devient leur patrie charnelle. La colonisation de l'Armorique a-t-elle été violente ou pacifique? On est mal renseigné sur ce point. Il existe des présomptions fortes pour penser que les Armoricains et les Bretons se mélangent sans trop de conflits. Les deux peuples entretiennent des rapports commerciaux depuis plusieurs siècles. Ils appartiennent à la même civilisation celte. À cette époque, la Grande-Bretagne et la Gaule font partie de l'Empire romain. La Manche est une mer intérieure à l'Empire jusqu'à la fin du Ve siècle, ce qui explique que l'installation des Bretons en Armorique, d'ailleurs induite au début par les Romains pour défendre les côtes de la Manche, ne pose pas de vrais problèmes. L'Armorique, enfin, peu peuplée, est en situation d'accueillir des populations nouvelles, sans qu'il soit besoin de combattre les habitants qui y sont installés. Il est probable qu'il y a eu quelques frictions entre les populations locales et les populations immigrées, mais on n'a aucune trace de combat violent. On admet que les émigrations se poursuivent pendant plusieurs siècles, peut-être jusqu'au VIIe siècle, et que les Bretons d'Outre-Manche et d'Armorique, ayant les mêmes origines, parlant des langues voisines, se considèrent comme proches parents.
Des différences existent, mais les civilisations des Bretons immigrés et des Armoricains, à quelques détails près, sont sensiblement les mêmes, en tout cas largement apparentées. Au VIe siècle, en raison de leur nombre, les Bretons armoricains imposent leur langue, leur culture, leur religion. Ils ont été christianisés lentement à partir du IIIe siècle, dans la partie ouest de la péninsule, jusqu'à la rivière Vilaine, qui constitue pendant longtemps une sorte de frontière entre les Bretons et les régions dominées par les Francs. Au sud, ils descendent jusqu'à la presqu'île de Guérande, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la ville de Nantes. Rennes et Nantes, à cette époque, sont sous la domination des Francs. La péninsule armoricaine change de nom et devient la Bretagne, ou encore la Petite Bretagne, selon le témoignage de l'archevêque et métropolitain Grégoire de Tours. Louis Mélènec, vous êtes l'auteur du livre bleu de la Bretagne. Merci à vous d'avoir accepté de nous accompagner tout au long des différentes lectures pour en expliquer les points essentiels afin de mieux les comprendre. Tout d'abord, Monsieur Mélènec, qui êtes-vous ? Eh bien, écoutez, je l'ai répété tellement souvent qu'on va finir par le savoir. D'abord, je suis breton, je crois que c'est ma caractéristique essentielle. Je suis né dans ce port que tout le monde connaît, dans le sud Finistère, le Guilvinec en 1941. Voilà. J'ai fait mes études au lycée de Quimper et de Pont-l'Abbé. Et à 18 ans, je suis allé faire mes études de médecine à Nantes, que j'ai terminées en 1966. Et comme je m'ennuyais un peu à la faculté de médecine, vous savez essentiellement que la mémoire joue un rôle très important pour les médecins et que la réflexion n'est malheureusement pas ce qu'on sollicite de plus chez eux. Je me suis inscrit également à la faculté de droit, car à l'époque, j'étais fort intéressé par la politique et voulant réellement en faire dans ma jeunesse, je me suis dit que la meilleure façon de devenir compétent en politique était de devenir licencié et puis docteur en droit. Donc j'ai terminé ma licence en droit à 25 ans, en même temps que mes études de médecine, et la suite est venue. Voilà. Dans les premiers temps, je ne me suis pas du tout intéressé à l'histoire de la Bretagne pour la raison que pour nous, à l'école, ça n'existait pas. La France est là depuis des siècles et elle s'est emparée de tout et bien entendu des programmes, notamment à partir de la Révolution française. Donc, comme tous les bons conquérants, la France a interdit l'enseignement de notre histoire nationale qui est très longue et très belle, en tout cas beaucoup plus longue que l'histoire de la nation française, et nous avons été élevés au lait français. C'est-à-dire qu'on nous a enseigné l'histoire de France de telle sorte que, ayant terminé mes études au lycée, eh bien j'étais comme tous les petits Bretons de l'époque, j'étais un bon petit Français, bien formaté, très convaincu d'ailleurs, je me suis cru réellement français parce qu'on me l'a appris comme ça, sans aucune contradiction. Je me suis intéressé au destin de ce pays et voilà, j'avais même appris au lycée comme tout le monde que la patrie, notre patrie était la patrie française et qu'à l'occasion des notamment coloniales, nous ne devions pas trop hésiter à y laisser notre peau. Bien. Voilà donc le premier stade. Et puis, je suis allé à Paris faire mes spécialités, tant en médecine qu'en droit. Et là, ayant ouvert un cabinet d'expertise en 1969, j'ai beaucoup lu dans le cadre de ma discipline, et j'ai découvert qu'il existait à Quimper un juriste breton de très grande qualité qui s'appelait, son nom breton c'est Yann Bréquillien, et son nom français Jean Sicard. Il était à l'époque président du tribunal d'instance de Quimper. J'ai fait l'acquisition de 2 de ses livres, des livres de droit assez remarquables, et très vite je suis rentré en contact avec lui par téléphone. Bien. J'ignorais totalement qu'il s'intéressait à l'histoire. Moi-même, je m'intéressais à l'histoire, mais comme un amateur à l'époque. Et nous avons donc entamé une collaboration qui a été essentiellement juridique. Nous avons publié un certain nombre d'articles que l'on retrouve encore dans Internet. Et puis, nous avons fait ensemble 2 ouvrages qui n'étaient pas des ouvrages d'histoire, mais des ouvrages de droit. Un peu plus tard, vers 30 ou 35 ans, je ne me rappelle plus très bien l'année, il m'a adressé un gros paquet. Je l'ai ouvert, n'est-ce pas, et j'ai avec surprise, j'ai vu sur la couverture de ce gros livre le titre « Histoire de la Bretagne ». Ma première réaction a été assez ironique parce que pour moi, vu que j'étais un bon Français à l'époque,
et je ne redis rien, sauf à évoquer cette façon d'avoir été avec tristesse, eh bien, je me suis mis par sympathie, par amitié à lire ce livre. Et là, j'ai découvert des choses tout à fait étonnantes et incroyables, et que je n'ai pas cru. À savoir que la Bretagne était un État important au Moyen-Âge, que ce pays envoyait ses bateaux jusqu'en Baltique et jusqu'en Méditerranée, que nous avions un gouvernement avec un duc, et qu'à une certaine époque, même un duc qui s'intitulait roi, que nous avions des ambassadeurs partout, que nous avions des armées nationales, que nous avions une assemblée nationale qui se réunissait régulièrement et qui votait nos impôts et nos lois, etc. Bref, j'ai été stupéfait, je me dis, ce brave Jan Bréquillien, pour qui j'avais beaucoup de sympathie, bon, il commence à être vieux, et il se raconte une belle histoire pour se faire plaisir. Eh bien non. Voilà, petit à petit, je me suis mis à prendre ce livre au sérieux et surtout à l'approfondir. De sorte que dans cette période de ma vie, qui a duré des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, je me suis mis à approfondir tous les points de détail qui étaient exposés rapidement et sommairement dans ce livre. Et voilà comment, sur le tard, passé 30 ans, j'ai découvert ma véritable identité, à savoir que je ne suis pas français, que je suis devenu par le fait que la France a envahi et martyrisé la Bretagne pendant des siècles, notamment en 1789, et j'ai découvert ma véritable identité, à savoir que je suis breton. Il n'y a pas de raison d'en être fier, on est breton comme on est bourguignon, comme on est français, mais en tout cas, je peux dire que ça, comme beaucoup de compatriotes, ça a changé ma vie. Je suis devenu un autre homme, voilà, véritablement. Ça a été le but de l'écriture de ce livre, le livre bleu, de permettre aux autres Bretons de découvrir également leur identité? Absolument. Ça a pris du temps parce que l'initiative est due à Pierre Lemoine, que je considère comme un héros. Il se défend, on lui donne ce titre, et c'est l'exacte vérité. En 2000, beaucoup plus tard, donc, ou en 1995 à peu près, il m'a demandé de rédiger un document pas trop épais, car il était lui-même président ou vice-président de la FUEN. La FUEN est une association qui conseille les instances européennes et qui regroupe toutes les petites nations qui ont subi le même sort que le nôtre, à savoir l'invasion par des États plus puissants et l'annexion presque toujours sans leur consentement. Donc, le livre bleu commence à peu près à cette époque. C'était un travail extrêmement difficile, je ne m'en suis pas rendu compte au début, mais pour écrire un livre compact, accessible, lisible et fiable, il m'a fallu revoir toute l'histoire de la Bretagne, non pas seulement depuis les immigrations des Bretons en Armorique à partir du IIIe siècle, mais depuis l'arrivée des Bretons dans le sud de l'Angleterre, environ 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est un travail énorme qui s'est étalé sur plusieurs dizaines d'années. Et puis, donc, j'ai accepté son offre de faire ce livre. Je l'ai parfois regretté parce que ça exigeait un travail absolument colossal. Et vers 1990, ou un peu avant, j'avais déjà commencé à faire des conférences, à donner des concerts de musique bretonne, etc. Et bien, à partir de ce moment-là, étant déjà l'objet d'attaques de la part de, vous savez, les insulteurs qui peuplent malheureusement Internet et tous les organismes de cette nature, je me suis inscrit en Sorbonne pour faire une thèse d'histoire. Je suis allé jusqu'au diplôme d'études approfondies, en résumé DEA, on trouvera le nom DEA qui fait à peu près 200 pages par Internet. Et pourquoi? Simplement pour acquérir le professionnalisme en histoire, car vous savez que les gens qui détiennent les enseignements de l'histoire ou de toute autre discipline dans les facultés affectent, quoiqu'ils soient souvent ignorants, voire même ignares, de maîtriser ceux qui n'ont pas eu le label de la faculté. Donc je suis allé en Sorbonne pour cela, pour parler en professionnel de l'histoire. Voilà ce que je suis devenu. Il manque encore le chapeau, la thèse, mais je n'ai que 77 ans, donc vous savez, j'ai encore autant de vie à vivre, et par conséquent tout le temps de rédiger, de terminer la thèse d'histoire sur la Bretagne.
Très bien. Dans cette première partie que nous avons écoutée ensemble, pourquoi vous avez insisté sur le fait que le peuple breton est un peuple très ancien ? Eh bien, je viens de vous répondre partiellement, c'est que dans notre enfance, nous n'avions absolument pas accès à notre histoire nationale, l'histoire bretonne. La France, comme ou presque tous les pays colonisateurs, a imposé son histoire et a diminué absolument, elle a humilié les peuples conquis. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, il y a les Basques, il y a les Alsaciens, il y a les Niçois, il y a les Savoyards. Et par conséquent, à l'époque, nous étions, par l'enseignement, par l'état d'esprit qui régnait autour de nous, par l'ignorance dans laquelle nous étions, nous n'étions pas, nous n'avions pas de nation. Personne ne voulait nous reconnaître depuis la Révolution la qualité de nation. Nous étions très sommairement des ploucs. Or, nous ne sommes pas des ploucs. Nous sommes une nation qui est identifiée avant Jules César, c'est-à-dire avant le Christ. Jules César, dans son livre La guerre des Gaules, consacre au moins une centaine de pages à la description des peuples bretons qui vivent alors dans le sud de l'Angleterre, et ce qui veut dire, en clair, que non seulement nous sommes une vieille nation, une nation très antique, mais beaucoup plus ancienne. Et j'insiste là-dessus, je vais le répéter peut-être 2 fois pour qu'on le sache bien. Nous sommes une nation beaucoup plus ancienne que la nation française. Car la nation française, vous le savez, n'est pas née de Clovis, elle n'est pas née des Gaulois, elle est née de la dynastie de UKP, qui était le duc de France. Il vivait alors dans la région parisienne. Il a été élu roi de France en 987 par les grands seigneurs de la région. Il possédait un territoire très peu vaste et très peu peuplé, qui représente environ 2 départements actuels, c'est-à-dire sur la carte de Pontoise à Orléans. Vous voyez que c'est très peu de choses. Et petit à petit, cette famille très riche et puissante a annexé autour d'elle les territoires voisins, la Normandie, la Champagne, la région d'Orléans, la région de Tours, etc. Et c'est ainsi qu'à partir du XIe, XIIe siècle, la France, encore petit à petit, elle n'est pas encore la France, le territoire petit territoire sur lequel règne UKP s'appelle la Francie. Donc par extension, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, et toutes ces conquêtes par la dynastie capétienne va petit à petit porter le nom de France. Et la France, sous Louis XI, qui meurt en 1483, c'est à peu près au milieu donc du XVe siècle seulement que nous devenons des voisins de la France, parce que jusqu'alors la France était à l'ouest, était à l'est, pardon, et les bons rois Louis XI écrit à notre duc François, eh bien maintenant que j'ai acquis la Normandie, nous voilà voisins. Vous voyez à quel point nous avons été trompés dans notre identité. Nous avons cru que nous n'étions pas une nation, alors que nous sommes beaucoup plus anciens que les Français. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi cette identité est si forte chez nous. C'est parce qu'elle remonte dans le temps à près de 2000 ans, peut-être plus. Voilà, ça fait partie de notre chair. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre ? Par idéalisme. Je suis un passionné, bien entendu, mais je suis un idéaliste. Je ne supporte pas le mensonge, je ne supporte pas l'hypocrisie. J'ai découvert qu'à partir de 1789, nous avons été humiliés, pire que cela, par la France. Et c'est ça qui a été le moteur de mon action et qui continue à l'être à 77 ans. C'est parce que j'ai voulu rétablir, d'abord enseigner la vérité, étant un chercheur universitaire et sachant ce qu'est la recherche, et c'est cela que j'ai voulu apprendre à nos compatriotes pour qu'ils retrouvent leur dignité. Voilà, la réponse, elle est claire et elle est nette. Merci Monsieur Hellenec. Nous allons continuer de le découvrir ensemble dans la suite de ce récit.